Quand une personne proche de nous décède, on a le sentiment qu'elle n'est pas tout à fait partie. Son corps, c'est le reliquat de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a vécu et traversé. Et ce vestige de chair et d'os privé d'âme porte encore la trace de ce que l'on a aimé chez elle. En somme, le cadavre est ce qui subsiste de la personne aimée. Ce corps sans vie porte souvent les marques de la souffrance, de la fatigue, de la tristesse des derniers jours de l'âme qui l'a habité. Face à celui-ci, on n'a qu'une envie, se recueillir et commémorer nos souvenirs. Le fait qu'un cadavre ne puisse plus éprouver de douleur importe peu. On sait qu'il a souffert, c'est suffisant. Désormais, ce qui compte, ce sont les derniers hommages qu'on pourra lui apporter, d'où l'importance des cérémonies mortuaires. On capitonne les cercueils, on fait revêtir au défunt sa plus belle parure, on effectue des soins sur la dépouille, on le grime, on le soigne, afin de conserver au mieux une apparence de vie. Si l'on n'a pas connu le défunt, peu importe, on respecte toujours les morts davantage qu'on ne le fait des vivants, sans doute parce qu'ils ont affronté la mort et qu'il n'y a pour eux plus aucun retour en arrière. Ils laissent derrière eux un silence désormais impossible à rompre. Abîmer le corps d'un cadavre est inenvisageable et pratiquer sur lui un acte sexuel est totalement inconcevable. Pour la grande majorité d'entre nous, en tout cas, c'est une aberration. Et pourtant, certaines personnes éprouvent le besoin, souvent impérieux, de le faire. Pourquoi ? Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui les attire ? Pourquoi leurs frontières ne sont pas les nôtres ? Quels sont leurs sentiments ? Sont-elles folles, cruelles, insensibles ? Ma vidéo sur le vampire du Muy se base essentiellement sur l'ouvrage rédigé par Michel Beltrude et Edmond Mercier, Contribution à l'étude de la nécrophilie, l'affaire Ardisson, mais également sur un chapitre de la thèse d'Alexis Époulard, alors étudiant en médecine à l'époque, Vampirisme, nécrophilie, nécrosadisme, nécrophagie, présenté à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon en 1901. L'auteur Alexis Époulard a du reste rendu visite à Victor Ardisson quand celui-ci se trouvait à la maison d'arrêt de Draguignan. Je vous livre ces mots pour décrire celui-ci. Lorsqu'Ardisson s'est présenté à moi, il était vêtu d'une blouse blanche, d'une chemise fournie par la prison, d'un pantalon gris. Il était coiffé d'un chapeau gris enfoncé à la manière des maçons et chaussé de gros souliers de campagne. C'est un homme petit, d'allure massive et paysanne, la tête inclinée à droite. Il sait qu'il est intéressant. En venant vers moi dans la cour de la prison, il lisse hâtivement sa moustache. En entrant, il salue franchement et sourit. Il a les cheveux blonds, la moustache très blonde, le bas de la figure carrée. Il a l'air niais, surtout dans son rire, qui ressemble à un hoquet. Dans ma première visite, le docteur Dosé, qui a bien voulu m'accompagner, entame la conversation en provençal. Ardisson répond en riant à toutes les questions qu'on lui pose. Il est content qu'on s'occupe de lui, se soumet sans difficulté à l'examen et me répond en français aussi bien qu'il le peut. Il répète qu'il se trouve très heureux en prison, l'écrit même sur ma demande et fume avec plaisir les cigarettes que nous lui offrons. Alexis Époulard dira avoir été stupéfait par la totale absence de sens moral de l'homme et par son rire saccadé qui accompagnait les abominables détails de son récit. L'étudiant en médecine notera, comme l'avait fait avant lui le docteur Beltrude, l'absence d'odorat et de goût chez Victor Ardisson. Après un examen attentif de son état mental et physique, détaillant chacune des parties de son corps, de ses organes, de ses réflexes, il conclura que Victor Ardisson est, je cite, « un débile mental inconscient des actes qu'il a commis ». Concernant Michel Beltrude, auteur du livre dédié au vampire du Muy, il était alors médecin-chef de l'asile d'aliénés de Pierrefeu du Var et avec le docteur Dosé de Draguignan, ils ont tous les deux été commis à l'examen médico-légal de Victor Ardisson. Quand le vampire du Muy sera ausculté par ces derniers, ils diront de lui qu'il était un homme robuste, de taille plutôt petite, avec des cheveux blonds foncés et des yeux azur bleu clair. Du reste, ils accorderont de nombreuses pages à détailler le physique de l'intéressé. À cette époque, les médecins étaient encore des physiognomonistes. S'appuyant sur le traité de Johann Caspar Lavater, ils pensaient que l'apparence physique d'une personne pouvait révéler des aspects précieux de sa personnalité. Selon eux, il y avait un rapport certain entre la surface visible d'une personne, son corps, les traits de son visage et ce qu'elle couvrait d'invisible. Le visage, la forme de ses lèvres, de son crâne, de ses oreilles même, de ses pommettes aussi, serait un miroir intime. Pourtant, chez Victor Ardisson, ses traits, ses organes, son visage semblaient parfaitement normaux. Il est décrit comme un homme de 33 ans, d'aspect robuste, se tenant un peu voûté. Tout chez lui respire la normalité. Son teint, ses cheveux, ses 28 dents serrées. Son front est décrit comme un peu fuyant, sa lèvre supérieure nettement proéminente. Pourtant, il sera considéré par les médecins, malgré cette apparence de normalité,
à quelques détails près, comme un dégénéré présentant une faiblesse musculaire. Les quelques aspérités de sa personne résident essentiellement dans son léger tremblement des membres supérieurs, dont son trouble de la prononciation, et surtout dans le fait qu'il n'était pourvu d'aucune sensation olfactive ni gustative. Quand les faits ont été commis, soit à l'aube du XXe siècle, on considérait déjà le fait de profaner un cadavre comme un crime. Si le fossoyeur donnait des coups de bêche sur un corps pour faire entrer celui-ci dans un cercueil, il agissait contre la loi. Mais la plupart du temps, la profanation de cadavres se résumait au vol de bijoux et de suaire. On maltraitait également les corps en les exhumant afin de les vendre à des médecins comme de vulgaires marchandises. Pour information, au XVIIe siècle, on n'accordait à la faculté de médecine de Paris qu'une seule dépouille par an, d'où les trafiquants de cadavres qui dérobaient les corps des cimetières pour les revendre aux médecins anatomistes. En 1828, les Irlandais Burke et Hare tuèrent 17 personnes pour approvisionner un professeur de la ville écossaise d'Édimbourg. En Angleterre, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, il y avait les résurrectionnistes ou les body snatchers, soit les voleurs de corps. Leur rôle consistait à exhumer de nuit des cadavres fraîchement enterrés, parfois avec la complicité des gardiens, puis à les revendre à des médecins anatomistes peu scrupuleux et désireux de procéder à des dissections pour que leur nom marque à jamais un siècle particulièrement riche en découvertes médicales, marqué notamment par l'invention du stéthoscope, de l'électrocardiogramme et des rayons X. Au début du XIXe siècle, en France, on appelait les profanateurs de cimetières des vampires. L'origine slave du mot oupir signifiait sorcier et sa légende, selon Alexis Epaulard, remonterait en Hongrie au Moyen-Âge. On pensait que certains morts sortaient de leur tombe pour entrer dans les demeures des vivants et leur sucer abondamment le sang afin de fluidifier et raviver le leur. Repu, le vampire retournait ensuite tranquillement à son caveau et la victime succombait dans les 3 jours suivant l'attaque. La légende avait pris une telle ampleur au XVIIIe siècle qu'on mutilait des cadavres qu'on supposait vampires. Ainsi, en Pologne, on plaçait la tête coupée des présumés vampires entre leurs jambes afin qu'ils ne puissent plus quitter leur tombeau. Par extension, le nom de vampire s'appliquera aux hommes qui suçaient non pas le sang des vivants, mais avaient fait acte de vampirisme, c'est-à-dire qu'ils avaient profané des cadavres. Le premier vampire identifié étant le sergent Bertrand, dont l'affaire remonte en 1849, mais nous accorderons une prochaine vidéo à son histoire. Suite à cette affaire, le terme de nécrophilie a été trouvé par l'aliéniste belge Guillain au milieu du XIXe siècle. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous renvoie à la vidéo sur Karen Grilly, pour ce qui est de la définition du terme. Victor Hardisson, qui nous intéresse ici, était donc un homme moyen, simplet, pas méchant, qui satisfaisait essentiellement ses besoins physiques sur les cadavres de femmes et d'enfants. C'est innommable, odieux, effroyable et plus encore. Mais il ne pensait pas mal faire. Pour lui, ces femmes, ces filles, ces adolescentes ne le repoussaient pas, ne se moquaient pas de lui. Et avec elle, il prenait un réel plaisir, ne se rendant pas compte qu'elle n'était déjà plus là. Ses sens émoussés ou absents, ne les mettant pas en alerte et croyant, tout comme on lui avait dit avant, que les morts pouvaient parler. Cette affaire tristement sordide remonte à l'année 1901, lorsqu'on retrouva dans un grenier le cadavre d'une fillette de 3 ans et demi. Très exactement le 27 septembre 1901, Antoine Hardisson, père de Victor Hardisson, ouvre une porte située à l'étage du niveau qu'il occupe et trouve, dans une petite pièce sombre où règne une odeur pestilentielle, un paquet blanc informe qui s'avérera être en vérité le cadavre d'une fillette. La gendarmerie prévenue arrivera sur les lieux. Lors de ses recherches, elle retrouvera également, en plus de la dépouille en état de putréfaction avancée, un sac situé à l'étage inférieur. À l'intérieur, parmi différents objets hétéroclites, les gendarmes mettront la main sur une tête décomposée d'une demoiselle. Plus tard, on découvrira que la tête appartenait à une certaine Gabrielle C., une jeune fille âgée de 13 ans. Comme son corps avait été trop lourd à porter, Victor Hardisson n'avait pris que la tête qu'il avait préalablement coupée. Souvent, il retrouvait celle-ci, la couvrait de baisers et l'appelait sa fiancée. Une fois arrêté et interrogé, Victor Hardisson ne tardera pas à avouer avoir violé et reviolé à de multiples reprises le corps de l'enfant de 3 ans et demi, retrouvé dans la petite pièce au-dessus de l'étage qu'il occupait avec son père et les maîtresses de ce dernier, et avoir exhumé et abusé d'une multitude d'autres cadavres de femmes de tous âges. L'expertise médico-légale conclura à son irresponsabilité. Victor Hardisson sera interné suite à son jugement à l'asile de Pierrefeu du Var. Il sera dit plus tard qu'il avait une hérédité chargée.
Honoré Ardisson, son grand-père, avait été condamné aux travaux forcés. Il faisait partie d'une bande de malfrats qui détroussaient les voyageurs. Victor Ardisson avait reçu une éducation déplorable. Il était gauche, introverti, pourvu d'une intelligence faible et éprouvait une grande timidité vis-à-vis des femmes. Pourtant, l'interrogation n'avait révélé aucun délire ni aucun signe d'une quelconque affection mentale chez lui. Pour les médecins, Victor Ardisson présentait un caractère ni mélancolique ni coléreux. Il était principalement doté d'un énorme appétit et sa nature était plutôt gaie, calme et conciliante. À l'époque de l'affaire, une fois arrêté, il se disait heureux de sa situation. Tant qu'il avait à boire et à manger, il était satisfait. Alexis Épaulard, le jeune futur médecin qui viendra l'examiner en prison, précisera que Victor Ardisson était d'une extraordinaire franchise, riant aux questions qu'on lui posait et se fatiguant assez vite dans la conversation. Maintenant, si vous le voulez bien, retournons aux sources de son histoire. Victor Ardisson est né en 1872 au numéro 15 de la rue Grande dans le Mouy. Le Mouy est alors un village provençal de 3000 habitants, situé dans une vallée plantée de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers, où l'on travaille dans les champs, les fabriques de bouchons et les scieries. Dans cette maison de ville étroite de 3 niveaux, une femme vivait au premier étage, d'autres locataires au dernier étage, et les Ardisson occupaient le second. Leur appartement était constitué d'une grande cuisine dans laquelle se trouvait une table et un coffre avec au mur des lithographies religieuses. La famille dormait dans ce logement exigu et très sale. Victor Ardisson vivait là dans ce petit espace mal entretenu, partagé avec son père qui emmenait quotidiennement ses compagnes successives ramasser dans les bars qu'il fréquentait. Quand il est né, sa mère, Elisabeth Port, âgée alors de 19 ans, vivait en concubinage avec Antoine Ardisson, qui n'était pas le père biologique de Victor, mais l'avait reconnu par mariage. Les médecins qui ont écrit sur l'affaire ont déploré le fait de n'avoir pas d'informations sur le père biologique de Victor, persuadés qu'ils auraient pu éventuellement trouver des pistes pour expliquer l'énigme de son cas, ou du moins trouver quelques réponses aux questions qu'il soulève. Sa mère, Elisabeth Port, est décrite comme une déséquilibrée, une débile, livrée aux pires instincts et ignorante de toute loi morale. Lors de la découverte des crimes de son fils, elle vivait alors à Saint-Tropez. Jamais Elisabeth Port ne s'est occupée ni inquiétée pour son fils, sans doute source de désagrément pour elle, qui semblait dénuée d'instinct maternel, préférant se jeter à tour de bras dans ceux d'inconnus. Lorsque Victor était encore tout petit, elle lui avait porté un violent coup de bâton sur la tête. Son père de substitution, Antoine, restera persuadé que ce geste violent avait joué un rôle sur les méfaits que son fils adoptif commettra par la suite. Plus tard, Elisabeth abandonnera Victor, âgé seulement de 4 ans. Le jeune garçon a donc été entièrement élevé par son père adoptif qui était lui-même un homme sans instruction et qu'on décrivait comme très sale. Il était réputé au Mouy comme étant brutal et maraudeur. Il avait fait 2 ans de prison pour vol et il changeait constamment de maîtresse. Toutefois, il a toujours éprouvé de l'affection envers Victor et cet attachement était réciproque. Victor quittera l'école très tôt après avoir appris à lire et à écrire. Il deviendra ensuite marchand de pignons. Enfant, il était d'une bonne santé et surtout doué d'un appétit phénoménal, dévorant en un seul repas de grandes quantités d'aliments. Mais c'était un enfant plutôt solitaire qui se tenait en retrait. Son caractère était toutefois doux et obéissant. Il était connu sous le nom de Nigno, ce qui signifie niais. C'est à l'adolescence que Victor Ardisson changera, car à l'éveil de sa sexualité, il manifestera un comportement étrange. Bien que très jeune déjà, il était attiré par les mollets des femmes. Il avait même pris l'habitude extrêmement sordide de guetter le moment où la jante féminine s'isolait pour uriner, afin de se précipiter après leur départ et lécher le sol trempé d'urine, puis de se caresser. Il ramassait son sperme, l'avalait, afin, comme il dira plus tard au médecin, que cela ne se perde pas. Mais Victor Ardisson ne se cachait pas du regard des autres. Pour lui, dans son esprit simplet et dénué de morale, il ne faisait rien de mal, car personne ne souffrait, et qu'il était normal, comme lui avait appris inconsciemment son père adoptif, qui faisait défiler ses maîtresses de passage dans l'appartement familial, constitué d'une unique pièce, de satisfaire son plaisir sans se cacher. Toujours à l'adolescence, en échange de 5 ou 10 sous, Victor Ardisson devint fellator. Il dira plus tard l'avoir fait uniquement pour gagner de l'argent et qu'il n'avait jamais eu d'attirance pour les hommes. Victor Ardisson était surtout aimanté par les femmes, n'hésitant pas à les talonner jusqu'au bout du village. Il s'amusait aussi, en grand pervers qu'il était, à regarder sous les jupes des filles et des fillettes et pouvait ainsi rester des heures en contemplation devant le manège des chevaux de bois.
Son attirance pour le sexe opposé était sans restriction. Il était attiré par toutes les femmes, peu importe leur âge, du moment qu'elles avaient les mollets à son goût. Malheureusement pour Victor, il était tellement maladroit que la jante féminine raillait son manque de finesse et de manière. Il le repoussait avec d'impitoyables éclats de rire. Victor repartait sans dire un mot, mais n'éprouvait malgré ses rejets aucune haine envers les femmes. Et jamais, du reste à aucun moment, il ne songera à recourir à la violence. Son dépucelage se concrétisera toutefois avec les maîtresses de son père qui acceptaient de coucher quelquefois avec lui. Mais très bientôt, Victor prendra conscience que les mortes avaient tout autant de charme, voire plus, que les femmes bien vivantes. Un jour, Antoine, son père adoptif, sera appelé pour remplacer le fossoyeur du village, et il prendra Victor, alors âgé d'environ 20 ans, pour l'aider. L'idée ne lui vint pas tout de suite, mais un soir, il se décida à se rendre auprès du cercueil d'une jeune fille fraîchement enterrée et qui était pourvue d'une poitrine avantageuse et de gros mollets. À peine souleva-t-il le couvercle qu'il eut une vive émotion. Il couvrit cette nuit-là le cadavre de ses caresses et de ses baisers, lui disant « Ma belle, ma belle ». « Ma belle, ma belle !» Ce soir-là, après qu'il fut rentré chez lui après avoir assouvi ses désirs, il rêva à la jeune fille et ne cessera sur une durée de 5 à 6 mois de continuer de rêver d'elle. Toutes les nuits, il voyait cette demoiselle dans ses rêves, tantôt morte, tantôt vivante. Puis Victor recommencera encore. Il ouvrira un autre cercueil. La dépouille de sa seconde victime était également pourvue d'une grosse poitrine. Il sucera les mamelons du cadavre avec avidité. Il dira plus tard « Je me rappelle avoir sucé cette femme comme un enfant tête sa mère ». Ce besoin d'aller satisfaire ses désirs sur les mortes amplifia rapidement. Ainsi, de plus en plus souvent, à la tombée de la nuit, il sortait de la maison de son père pour se rendre au cimetière. Quand Antoine n'y travaillait plus et que Victor n'était donc plus en possession de la clé de la grille du cimetière, il décidera d'escalader le mur pour s'y rendre, de préférence les nuits de pleine lune. Cela commençait toujours de la même manière. Victor déblayait le cercueil, ôtait le couvercle, sortait partiellement le cadavre, l'appuyait au bord de la caisse, puis soulageait sa passion. Chaque fois, il léchait les organes génitaux, passant également sa langue dans la bouche et sur les yeux des moribondes. Il ne pratiquait pas toujours le coït, mais durant ces actes, il lui semblait que la morte reprenait vie. Lors de son arrestation, qui interviendra quelques années plus tard, il dira qu'il ne remarquait même pas que la peau des jeunes femmes était froide et que leur corps était raide. Cela ne l'avait jamais dérangé. Victor leur parlait même souvent, leur demandait si elles le trouvaient joli garçon, si elles éprouvaient du plaisir, et leur avoua à toutes son amour. Il était tout de même surpris de ne pas obtenir de réponse, car les maçons avec lesquels il travaillait de temps à autre sur les chantiers lui avaient dit, pour le charrier, que les morts pouvaient parler. Victor, d'une grande naïveté, n'avait jamais douté de leurs propos. Chaque fois qu'il se dirigeait vers le cimetière, il était, selon ses mots, tout content. Alexis Épaulard, qui le suivra donc beaucoup plus tard lors de son arrestation, dira à Dardisson qu'il se comportait avec les cadavres comme un être normal l'aurait fait avec ses maîtresses. En 1893, il intégrera à sa demande l'armée, et ce, dans le seul but d'avoir toujours de quoi manger. Il voulait être soldat afin d'être bien nourri. Il dira lors de son recrutement « Je ne mange pas à ma faim à la maison et je crains que le conseil de révision ne me refuse pour défaut de taille. Je voudrais être soldat, au moins je serai nourri et je ne souffrirai plus. » En novembre, il rejoindra en Corse son régiment, précisément à Bonifacio. Là-bas, il ne parlait à personne et tous le considéraient comme un abruti. Rapidement, Victor désertera, car ses camarades se moquaient de lui prenaient son pompon, sa grenade, sa cocarde. On le retrouvera finalement dans une maison abandonnée. Il s'était muré à l'intérieur à l'aide de débris. Découvert, il dira à ceux qui venaient le retrouver « Ce n'est pas trop tôt que vous arriviez, car j'ai grand faim. » Durant son service militaire, jamais Victor n'aurait profané de corps. En vérité, il dira qu'il était tombé amoureux d'une certaine Marie. Un jour, dira-t-il, c'était le dimanche de Pâques, j'étais en promenade quand je vis une jeune fille assise sur un banc, toute seule. Elle avait des cheveux roux comme de l'or. « Bonjour mademoiselle » et elle me répondit de même. « Vous êtes seule ?»« Oui. » Puis elle ajouta « Allez-vous loin ?»« Non. »« Asseyez-vous près de moi. » Quand je fus assis, « Et maintenant une jolie fille comme moi, que lui feriez-vous ?»« Je vous embrasserai de tout mon cœur ou bien j'embrasserai cette jolie figure que vous portez sous votre robe. » Alors nous nous sommes dressés et elle m'a conduit dans un pavillon que ses parents possédaient près de la ville. Dans ce pavillon auquel était attenant un beau jardin, il y avait un lit.
C'est là qu'eurent lieu, dans la suite, tous nos rendez-vous. Marie était une couturière de 20 ans. Avec Victor, ils se retrouvaient tous les dimanches dans le pavillon afin de vivre leur amour passionné. À partir de là, je ne songeais plus à déserter. Il dira de Marie « Je la regretterai toute ma vie ». À la fin du mois de juillet 1894, son détachement dut retourner sur la ville de Marseille. Victor désertera alors une nouvelle fois, mais cette fois-ci afin de voir son père. Mais il sera rattrapé par les gendarmes au bout d'une dizaine de jours et renvoyé sur Marseille, où il sera gardé 3 mois en cellule. En septembre de la même année, en raison de ses désertions, il sera traduit en conseil de guerre. Le conseil le transférera alors à l'infirmerie, où il séjournera 2 mois, puis il sera envoyé devant un conseil de réforme et réformé pour irresponsabilité. De retour au Mouy, Victor deviendra tantôt marchand de pignons, de coquillages, tantôt il exercera le métier de maçon et de temps en temps il occupait la fonction de fossoyeur. Mais depuis son retour de l'armée, son caractère était devenu instable. Victor faisait constamment des scènes à son père et brisait régulièrement la vaisselle. Mais surtout, à peine fut-il revenu de son régiment qu'il reprit le chemin du cimetière. Il suivait les enterrements, et dès qu'il savait qu'une femme était enterrée, Victor accourait. Mais pire encore, il allait même jusqu'à s'informer des femmes qui se trouvaient en danger de mort. Comme un vautour charognard, il prenait régulièrement des nouvelles de leur santé. Un jour, il décida de ne pas déterrer le corps d'une jeune fille, car elle avait succombé à une amputation de jambe due à un sarcome du tibia. Quand il sera enfin arrêté, Victor dira même que toutes les femmes inhumées depuis son retour de service militaire lui étaient passées sous la main. Il y en avait, dira-t-il au juge, de toutes jeunes, âgées de 4 ou 5 ans. Il y en avait de 50 ou de 60 ans. Il y en avait de beaucoup plus âgées. Toutes me procuraient la même satisfaction. Victor Hardisson ne revenait généralement jamais 2 fois sur la même dépouille. Il oubliait le nom de ses victimes, surtout les plus anciennes, sauf certaines qui restaient dans sa mémoire, notamment le nom d'une jeune fille de 15 ou 16 ans qu'il avait trouvée particulièrement belle. Il ouvrait la fosse avec une pelle, quelquefois avec les mains, retirait le couvercle, défaisait le suaire, vous connaissez la suite. Mais il n'avait pas le sentiment de mal faire, comme je vous l'ai dit. Il s'étonnait que les mortes ne lui répondent pas. Pour lui, elles n'avaient ni goût, ni odeur déplaisante. Elles étaient simplement là pour satisfaire son désir. Plus tard, il dira qu'il aurait bien voulu ramener les cadavres chez lui, afin d'en jouir plus longuement à son aise. Mais il n'était pas assez fort. Bref. Ces actes de nécrophilie se seraient produits plus d'une centaine de fois sans que jamais ces derniers ne soient découverts. Une seule fois, en février 1901, une des tombes a été retrouvée touchée. Les chevilles manquaient sur le cercueil pour refermer la planche. Mais dans le village, on crut que c'était la grand-mère de la défunte qui avait voulu voir une dernière fois sa petite fille. Alors l'affaire en resta là. Comme vous le savez, ce n'est qu'une fois que Victor décida un jour d'emporter avec lui le corps d'une petite fille de 3 ans et demi que toute l'affaire éclata au grand jour. À plusieurs reprises, des voisins s'étaient plaints au père des odeurs désagréables qui s'échappaient de leur appartement. Antoine pensait que ces relents pestilentiels provenaient d'un tas de fumier entassé dans un réduit du premier étage, alors il n'en s'alarma pas plus que cela. Mais le 27 septembre 1901, alors qu'il portait une grande bonbonne de vin, en passant devant une porte d'une chambre du 3e étage, il s'appuya dessus, la porte céda. C'est alors qu'Antoine aperçut dans un coin obscur ce qu'il décrira comme un paquet blanc. Il pensa d'abord à un cadavre d'animal en raison de l'odeur. Il alla chercher une pelle et déplaça le paquet dans l'entrebâillement de la porte afin d'y mieux voir. Il s'aperçut avec horreur qu'il s'agissait du cadavre d'une petite fille habillée en blanc et dans un état avancé de putréfaction. La résistance des tissus était si faible que la tête s'était détachée quand il tira sur le petit corps. Antoine courut immédiatement à la gendarmerie et les gendarmes, après avoir constaté qu'il s'agissait bien du cadavre d'une petite fille, découvriront ce jour-là dans un autre local situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison un sac contenant pêle-mêle un paquet de bougies, des pétards, un livre de messe, un crucifix, 2 anges en terre cuite et une tête en état de putréfaction enveloppée dans un linge. Interrogé sur ces découvertes, Victor avouera rapidement. J'ai déterré le cadavre de la petite fille que vous avez découvert chez moi le lendemain de son inhumation le 12 septembre 1901 vers minuit. J'ai ouvert le cercueil qui était fermé de 2 chevilles en bois, puis ayant enlevé le corps, j'ai refermé le cercueil. Il est recouvert de terre comme il était auparavant. Arrivé chez moi, j'ai placé sur de la paille le cadavre, dans la chambre où vous l'avez trouvé. Je me suis livré sur lui à des actes immoraux. J'ai couché souvent auprès de ce cadavre, et j'ai à chaque fois assouvi ma passion. Il y a environ 3 jours que je ne suis plus allée dans cette chambre.
Je reconnais aussi être l'auteur de la violation de la sépulture de la fille Léonie, âgée de 14 ans. Je me suis également livrée à des actes immoraux sur celle-ci, mais ayant entendu du bruit, je me suis retirée sans recouvrir le cercueil. C'est moi qui ai déterré les cadavres des dénommés C, âgés de 13 ans, et G, âgé de 17 ans. J'ai toujours agi sans le concours de personne et mon père ignore mes agissements. Pour m'introduire dans le cimetière, j'ai escaladé le mur situé au nord et pour en sortir, j'ai opéré de la même façon. Dès le lendemain, une autopsie est pratiquée sur le corps de la fillette. Il s'agissait de Louise M, qui présentait une large déchirure au niveau de la vulve et une vaste cavité à l'entrejambe. La putréfaction du corps était tellement avancée que les 2 cavités ne formaient qu'une seule et large béance. Parlons de la petite fille, Victor dira au médecin Alexis Pollard les yeux étincelants. Elle était jolie, si vous l'aviez vue. Victor Hardisson déclara qu'il avait uniquement amené le cadavre entier de la fillette chez lui et que pour les autres, il assouvissait sa passion directement au cimetière. Mais il précisera « Toutefois, j'ai tranché la tête avec un couteau au cadavre de la jeune F et je l'ai emporté chez moi. Quand on lui demandera pourquoi il avait coupé la tête, il dira « C'était uniquement afin de conserver cette tête comme souvenir d'affection. » Il ajoutera « Pour me rendre chez moi, je traversais le village sans chercher à cacher mon fardeau. Arrivé à la maison, j'ai déposé la tête dans un réduit situé sous l'escalier et je suis allée ensuite me coucher dans le lit du côté de mon père. La nuit suivante, je me suis levée pour aller embrasser cette tête. Cette tête était pour moi comme un souvenir de cette fille. Dans la nuit, je croyais voir cette tête et parfois même le corps tout entier. » Après cet épisode, il dira qu'il avait appris qu'une jeune fille qu'il avait remarquée par le passé était gravement malade. Cette nouvelle m'a fait plaisir et je me promis de la posséder quand elle serait morte. J'ai dû attendre quelques jours avec beaucoup d'impatience. Quand Victor Hardisson évoquera sa dernière victime, la fillette de 3 ans et demi, il dira ceci. « Il était minuit environ, lorsque je sortais du cimetière, portant le corps sur mon bras gauche et l'appuyant du bras contre mon visage. Pendant le trajet, j'embrassais mon fardeau et je lui disais « Je te porte à la maison, tu sauras bien, je ne te ferai pas de misère. » Par bonheur, je n'ai rencontré personne. Arrivé chez moi, je me suis couchée près du cadavre en lui disant « Ma belle, je t'aime. » J'ai bien dormi. Le matin au réveil, je me suis encore satisfait et avant de partir, je lui ai dit « Je vais travailler, je reviendrai après te voir encore. Si tu veux manger, tu n'as qu'à le dire. » Je n'eus pas de réponse. Je crus donc qu'elle n'avait pas faim. J'ajouta même « Si tu as soif, je t'apporterai à boire. » Il précisa que durant ce temps, il n'oubliait pas la tête coupée dans le sac et qu'il allait de temps en temps l'embrasser. Victor Hardisson expliquera à la maison d'arrêt de Draguignan devant le procureur de la République qu'il avait agi ainsi car les mortes ne l'avaient jamais repoussé. Maintenant qu'on lui avait expliqué que ces actes étaient graves, il affirmait avoir compris leur portée et promettait de ne plus jamais recommencer. En vérité, Victor Hardisson ne se rendait pas compte réellement de la gravité des faits. Ce n'est que parce qu'on lui disait que c'était mal qu'il l'admettait et promettait comme un enfant qu'il ne le referait plus. Il accepta sa détention. En prison, il se montrait légèrement déprimé et les repas restaient sa grande et unique préoccupation. Il fut déclaré irresponsable et interné ensuite, comme je vous l'ai dit, à l'asile de Pierrefeu le 21 décembre 1901. À l'asile, il se montrera doux et travailleur. Toutefois, il s'évadera le 1er juillet 1902 car il voulait revoir son père. Durant son évasion, Victor se cachera dans les bois et se nourrira de fruits. Mais dès qu'il arrivera au Muy, il sera immédiatement reconnu par les gendarmes et retournera à la case-prison. Là, il se prendra de passion pour la lecture et lira tous les livres de la bibliothèque avec une prédilection pour ceux de Jules Verne. De retour en prison, Victor Hardisson mangera de nouveau bien, grossira davantage et recevra ses visites avec grand plaisir, répondant aux questions qu'on lui posait avec joie et bonhomie. Les médecins noteront du reste que Victor Hardisson dormait paisiblement et tous constateront chez leurs patients une absence totale de remords, mais aussi de goût et d'odorat. Sa muqueuse nasale était tout à fait insensible aux odeurs. Les 3 médecins effectueront plusieurs tests, lui faisant notamment respirer de l'ammoniac, goûter à l'essence de moutarde, du sel, du sulfate de quinine. Victor Hardisson ne percevait rien. Par ailleurs, les médecins relèveront également que les sensations thermiques de Victor étaient émoussées. Il ne sentait ni le chaud ni le froid. La peau glacée des mortes ne l'avait donc jamais dérangé. Le caractère de Victor Hardisson était décrit comme craintif de prime abord, mais qu'il s'animait rapidement d'un sourire si on lui adressait la parole. Il écoutait les autres et exécutait sans rechigner les ordres qu'on lui donnait. Son jugement était plutôt correct, il s'exprimait très facilement en provençal, mais beaucoup moins couramment en français.
Au point de vue intellectuel, les médecins le considéraient comme un débile. Il était aussi décrit comme étant pourvu d'un caractère très doux et bienveillant avec les gens qui lui témoignaient de la bonté. Il se montrait même sociable avec ses semblables et aussi envers les animaux. Concernant la foi, il croyait en l'existence de Dieu, de la Sainte Vierge et du diable. Et depuis qu'il avait été interné, Victor effectuait même ses prières soir et matin. « Il faut bien que je demande pardon à Dieu », déclara-t-il. Sa morale se résumait au dire de ses médecins à ne pas faire souffrir ni les gens ni les bêtes. Et il pensait sincèrement ne rien faire de mal, puisque les morts ne souffraient pas. Le docteur Beltrud dira que Victor Hardisson avait agi sous l'influence de la passion. Il prêtait aux cadavres une vie imaginaire, encouragé par la croyance naïve que ceux-ci pouvaient parler. Pour le docteur Beltrud, Victor Hardisson se conduisait en tout point avec les dépouilles comme l'aurait fait un amoureux ordinaire. Dans son rapport, le médecin conclura que compte tenu qu'aucune sensation désagréable ne gênait ses sens, ni le froid, ni les odeurs nauséabondes, ni les goûts repoussants, le vampire du Mouy s'était satisfait sur les cadavres. Cette nécrophilie primitive et ce trouble de la sensibilité, selon ses mots, avaient bien évidemment été aggravés par son manque d'éducation morale et son instruction négligée. De plus, ses antécédents héréditaires chargés l'auraient prédisposé à cela, et aux yeux de la justice, le fait qu'il soit intellectuellement faible limitait sa responsabilité. Selon le médecin Alexis Pollard, Victor Hardisson ne connut jamais le remords, n'éprouvant ni honte ni regret, promettant seulement de renoncer à sa passion. Le vampire du Mouy décédera le 9 mars 1944 à l'âge de 71 ans à l'asile d'aliénés de Mondevergue, situé dans une commune d'Avignon. Voilà mes chers abonnés, ainsi se termine cette très triste histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de rester courtois et de respecter les opinions de chacun. Je vous dis à très bientôt.